intitulé « La question me semble intéressante. Est-ce que les fonctionnaires sont nécessaires, sont-ils indispensables ?» Évidemment, dans une assemblée comme celle-là, la question peut sembler complètement absurde, provocatrice et inutile. Et pourtant, elle est intéressante parce qu'il y a plein d'endroits dans lesquels cette question est posée sérieusement. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Je me suis retrouvé dans une émission en radio, dans un débat contradictoire, avec un clone de Christine Lagarde. Une jeune fille promise à un grand avenir, qui doit avoir une trentaine d'années, et qui vous explique que les fonctionnaires détruisent l'État. Et c'est intéressant parce qu'en entendant les arguments qui vous sont avancés, ils sont d'ailleurs déroutants et déstabilisants tellement ils sont grossiers. En gros, c'est quoi? Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous explique que les fonctionnaires jouissent de droits que les autres n'ont pas et que c'est inadmissible. Qu'ils veulent s'accrocher à leurs 35 heures, que ce serait bien qu'ils en fassent 28 avant d'en réclamer 35. Qu'en fait, ils ont un droit de grève et que c'est inadmissible parce que lorsque le pays ne va pas, c'est parce qu'ils le bloquent. Parce que lorsqu'il y a un problème sur les retraites, ils se permettent de bloquer les décos et ils se permettent de paralyser le pays. Parce que lorsque les travailleurs qui se lèvent tôt le matin et qui veulent se coucher tard le soir et qui doivent se coucher tard le soir veulent prendre le train, ils ne peuvent pas. Et qu'ils attendent sur un quai, que c'est insupportable. Parce que les enfants qui vont à l'école, souvent ils n'ont pas de professeur, parce que les professeurs tirent au flanc, parce que etc. 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 Et vous voyez, pour ces gens-là, les fonctionnaires sont de trop. Mais derrière, il y a une idée. Et cette idée derrière est la suivante. Il faut casser ce qui constitue la fonction publique, c'est-à-dire le statut des fonctionnaires. Parce qu'en cassant le statut, on casse l'emploi. Et en cassant l'emploi, on revient au 19e siècle où, en gros, un employeur pourra vous dire « J'ai besoin de toi, je prends, j'ai plus besoin de toi, tu dégages. » Et on ne discute pas. Et il n'y a plus de garantie, et il n'y a plus de droit du travail, et il n'y a plus aucune perspective possible pour quelques travailleurs employés, ou même cadres d'ailleurs, dans ce pays. Voilà donc. Donc la question, vous voyez, elle est absurde ici, mais elle n'est pas globalement absurde. Moi, je voudrais, dans ce que je vais vous dire, aborder 3 points. 1. Pourquoi, de mon point de vue, les services publics sont une nécessité? Ça a été largement dit, je ne vais pas rajouter grand-chose, vous donner quelques exemples. 2. Dans quel état sont les services publics et pour quelles raisons politiques ils sont dans cet état? Alors là, je dois vous dire qu'on va peut-être se fâcher, vous aurez le droit de m'engueuler, mais je vais vous dire des choses qui peut-être ne seront pas vraiment sympathiques pour tout le monde. Enfin, comme c'est ce que je crois, et qu'on est là pour débattre, et pas pour avoir des accords de façade, eh ben on va se le dire, et si vous devez m'engueuler, vous m'engueulerez, j'accepte volontiers. Et enfin, troisièmement, c'est un certain nombre de pistes pour l'avenir qui pourraient être dégagées. Alors si vous voulez le premier point, je vais aller vite, pourquoi les services publics sont indispensables? Moi, pour mon livre, j'ai fait un tour de France, un peu partout. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que là où les services publics sont mis à mal, ils n'existent plus, et c'est très pratique comme question. La vie n'est plus possible. Lorsque vous allez par exemple en Bourgogne, où à Clamecy, un hôpital de proximité a été fermé, où les salles de classe sont en voie d'être supprimées ou d'être réduites, lorsque vous n'avez plus de poste dans une commune sur 2, lorsque l'énergie coûte trop cher pour que tout le monde en bénéficie parce que EDF a été privatisé, lorsque vous mettez tout ça bout à bout, bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque vous êtes des personnes âgées, vous ne pouvez pas y vivre, parce que vous avez besoin de soins, et que les soins ne sont plus sur place, et lorsque vous êtes jeune et que vous avez des mômes, vous ne pouvez pas y vivre, parce que vos mômes ils doivent aller à l'école. Donc ça veut dire concrètement que cette politique sur les services publics, qui sont indispensables, c'est une politique non pas d'aménagement, mais de destruction du territoire sur lequel nous sommes. Et c'est ça l'enjeu. Et puis la deuxième question, elle est sans doute plus philosophique, et pour moi elle est plus importante. Les services publics, ce sont les piliers de la République. Les services publics, ce ne sont pas des outils malléables et corvéables à merci, ce sont les piliers. Les services publics sont ceux qui assument l'égalité dans la République. Ce sont ceux qui permettent d'atteindre les objectifs de solidarité. Les services publics, c'est les garants de la laïcité. Les services publics, c'est ce qui donne un sens au mot de fraternité. Les services publics, c'est ce qui permet à la République d'être sur pied. Vous cassez les services publics, vous liquidez la République. Et d'ailleurs, lorsque Kessler explique, l'ancien patron du MEDEF, explique qu'il faut en finir avec 45 et que Sarkozy a le mérite, non pas de prendre les points les uns après les autres, mais de les prendre globalement, il sait de quoi il parle de la liquidation, non pas seulement des services publics, mais de l'édifice républicain tel qu'il est. Donc vous voyez, ils sont indispensables, parce que les services publics, c'est notre bien commun, et notre bien commun, c'est ce qui permet d'assumer nos droits fondamentaux. Nos droits fondamentaux, c'est le droit de se soigner, c'est le droit de s'éduquer. Nos droits fondamentaux, c'est le droit d'échanger, c'est le droit de se déplacer. Nos droits fondamentaux, c'est le droit de se loger. Nos droits fondamentaux, ce sont tous ces droits que permettent d'assurer pour le plus grand nombre les services publics. Si vous les cassez, un petit nombre y accédera, mais la plus grande majorité n'y aura plus de droit. Donc c'est la République qui sera menacée. Alors le deuxième point, si vous voulez, dans quel état ils sont et pourquoi? On ne va pas se les cacher, c'est pas parce qu'on les aime bien qu'on va se dire que tout va bien. Les services publics vont à mon sens très mal. Et il ne faut pas se le cacher du tout, il faut partir d'un principe de réalité. Ça ne sert à rien de se raconter la vie telle qu'on voudrait qu'elle soit, il faut partir de la vie telle qu'elle est. Les services publics, ils ne vont pas bien, et il y a des raisons. Et dans ces raisons, je pense qu'il y a des responsabilités largement partagées. Voyez-vous, je crois que si Sarkozy avait tout inventé, ce serait assez simple.
on dirait, dès 2012, donc c'est mal barré parce que le patron du FMI, à la place du Sarkozy, je ne suis pas sûr que pour les services publics soit génial. Enfin, passons. Cela étant, on pourrait dire, après tout, 2012 est une échéance qui est incontournable et qui va régler le problème. Malheureusement, c'est pas ça. Parce que le problème, il est bien antérieur, vous voyez. Je pense qu'il y a à gauche et à droite des consensus mortifères qui ont mis les services publics dans l'état dans lequel ils sont. Et il faut venir sur ces consensus. Parce que les responsabilités de la droite, tout le monde a tombé d'accord ici, et on va se quitter tous bons amis, il y a des responsabilités à gauche qui sont fondamentales dans l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui, en 2011, les services publics, et il faut qu'on les aborde, parce que si on ne les aborde pas maintenant, demain, il n'y a aucune garantie que ça ne se reproduira pas. Alors allons-y. Il y a des consensus mortifères, pour moi le premier consensus mortifère, c'est la question des déficits. On nous dit qu'il y a des déficits, donc on ne peut plus payer. Alors faut être clair. S'il y a des déficits, c'est vrai qu'on ne peut plus payer. Et si on part des déficits, il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut réduire la voilure, donc il faut liquider des services publics. Il faut liquider la dépense publique. Parce que comment vous faites? Si vous n'avez plus les moyens, vous ne pouvez plus. Donc, quelle est la réalité des déficits? Vous voyez, je pense que partir des déficits, c'est s'enfermer dans une escroquerie intellectuelle, financière et sociale qui aboutit à la liquidation. Alors revenons sur la question des déficits. Dans les 30 dernières années, l'INSEE nous dit que les richesses produites sont équivalentes en France à 5,7% du PIB. Les dépenses publiques à 5%. Ça a été donc multiplié, pas 5,7%, pardon. Les richesses produites ont été multipliées par 5,7 du PIB et les dépenses publiques par 5. Ce qui veut donc dire que les dépenses publiques ont moins augmenté que les richesses. Donc la question, c'est pas le déficit en soi. La question, c'est la répartition des richesses qui ont été produites, qui interdisent de fournir la socialisation de la société et qui permettent à des intérêts privés de se gaver. C'est ça la question. La question des déficits est donc une escroquerie. Bien sûr qu'il y a déficit à partir du moment où vous piquez dans le pot de confiture, vous mettez tout d'un côté et vous dites de l'autre il n'y a plus rien. Ah oui, là il n'y a plus de confiture. Le problème c'est que le pot il est plein et donc la question c'est de savoir comment c'est réparti. Donc la question c'est la question des classes sociales, c'est la question des intérêts sociaux, c'est la question du capitalisme de la société dans laquelle on est. Et cela vous voyez malheureusement, je pense qu'il serait bien des consensus mortifères, il n'y a plus grand monde qui en parle. Sinon de façon marginale ça ne sert pas à grand chose. Ça c'est le premier point. La deuxième question, je pense qu'il y a des consensus politiques qui relève de la façon dont on peut faire raisonner. En gros, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, regardez, les déficits, c'est comme votre feuille de paye lorsque vous prenez votre boulot et que vous recevez votre paye à la fin du mois. Vous avez une feuille, votre patron vous fait le temps, vous ne pouvez pas aller au-delà. Sauf qu'on nous prend pour des crétins. Parce que je m'excuse, le budget de l'État découlerait les déficits en fonction des dépenses, c'est pas une feuille de paye. C'est le produit de choix politiques. Ce sont des choix, et c'est le vote de nos élus qui établit le budget, qui permet de payer ou pas. Alors, j'ai rien contre elle, mais on va en dire un mot. Madame Bettencourt, c'est un symbole. Madame Bettencourt, elle ne vole personne, je m'excuse. Mais Madame Bettencourt, elle est remboursée sur les impôts sur le revenu et elle paye 0,17% sur l'impôt sur le patrimoine. C'est donc qu'il y a eu des décisions politiques qui permettent à Bettencourt, les siens et les amis du Fouquet, de ne pas payer. Je ne dis pas que s'ils payaient, tout serait réglé. Je veux juste illustrer le fait que ce procède de choix politiques et non pas d'une espèce d'abstraction dont on ne saurait d'où ça vient. Ces choix qui ont été faits peuvent évidemment être défaits, mais il y a là aussi des consensus terribles. Il y a un troisième consensus qui est mortifère, c'est que tout repose sur le siphonnage des fonds publics. Et ça, voyez-vous, Sarkozy n'a rien inventé. Je vais vous donner quelques chiffres. Je vais aller vite, je ne donne pas le détail. Le détail, boîte par boîte, entreprise par entreprise, il est dans mon bouquin. Je vais juste me contenter de vous donner quelques chiffres. Voyez-vous, le rapporteur du budget, qui est l'UMP Carrez, explique que depuis l'année 2000, 100 milliards d'euros ont été pris sur fonds publics pour aider les entreprises qui ont été exonérées, disent-ils, de charges. Nous savons que c'est une cotisation sociale, et les cotisations, pardon, c'est pas des charges, c'est notre salaire. C'est un salaire différé. C'est un accord qui date de 45-47, où il a été décidé entre les syndicats et les patrons qu'une partie du salaire nous permettait de vivre, et que l'autre partie permettait de financer ce qui est socialisé. Donc ils décident carrément de piquer dans notre portefeuille, c'est-à-dire ils vous piquent votre salaire, en disant je prends 100 milliards pour le filer à des entreprises privées qui sont exonérées. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y en a un deuxième. Ça, c'est Carrez qui parle depuis l'an 2000. On est dans le cadre de l'UMP. Mais attendez, il faut revenir un peu plus loin. Tout au nom des déficits a été liquidé, pan par pan, entreprise par entreprise, appartement par appartement. Chirac, de 86 à 88, il cède 13 milliards d'actifs publics à des fonds privés. Bérégovoy, de 92 à 93, Bérégovoy, quand même l'inventeur de la déréglementation financière. De 92 à 93, cède 10 à 12 milliards de fonds publics sur fonds privés. Balladur, de 93 à 95, 17 milliards d'euros. Juppé, de 95 à 97, 9,4 milliards d'euros.
Jospin, qui ne veut pas être doublé, c'est le cas de dire, lui, il met des bouchées doubles. Lorsqu'il est Premier ministre, 31 milliards d'euros. Et alors, à partir de là, c'est largement ouvert. Raffarin, Villepin, ils sont à 100 milliards de 2002 à 2006. Il ne reste plus à Sarkozy que de s'amuser avec la SNCF, la RATP, la Poste, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et la messe est dite. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à liquider. Tout aura été remis dans des mains privées. C'est ça la réalité positive dans laquelle on est. Et voyez ça, malheureusement, ça ne concerne pas qu'une part politique de ce pays et qu'une frange. Ce serait trop simple que le clivage s'établisse comme tel. Vous voyez bien que ça concerne malheureusement tout le monde. Alors, il y a un quatrième élément sur lequel il y a des déficits. Personne n'en parle. Il faut quand même en dire un mot. Les intérêts de la Le dette. CAC 40. 80 milliards de bénéfices cette année, malgré la crise, nous dit-on. 40 milliards devraient être réinvestis, nous dit-on toujours, et 40 milliards redistribués aux actionnaires. La question est la suivante. Est-il légitime que des actionnaires reçoivent 40 milliards d'euros et qu'on nous dise d'un autre côté que ce qui est supporté par la collectivité, au compte de la collectivité, coûte trop cher et doit être liquidé? Ça s'appelle l'attaque directe à la propriété privée. Et c'est vrai que c'est un petit côté soviétoïde pour mes confrères de RMC qui ne supportent pas ce genre de discours, parce qu'ils ne supportent pas la réalité, mais la réalité est tout de même là. Enfin, moi je vais vous dire, je pense que les déficits, c'est l'impuissance dans l'action. À partir de là. Lorsqu'il y a eu le combat sur les retraites, il faut qu'on en discute entre nous. Il faut que ce débat ait lieu. Et que l'intersyndicale a décidé de partir de la question des déficits pour régler le problème des retraites. Je dis qu'à ce moment-là, c'est mon point de vue, les carottes étaient cuites. Parce que si on dit on part des déficits pour régler la question des retraites, ça veut dire qu'on part du fait que les retraites coûtent trop cher, qu'on n'a pas les moyens de les payer, donc il faut les réduire. Or, je suis désolé, par rapport aux éléments précédents que j'ai dit, si on ne part pas des déficits, mais si on part de la question du capital et du coût qu'il faut porter au capital, alors la question des retraites, elle est simple. C'est retrait intégral du plan qui a été mis en place, c'est le retour à 37,5, 60 ans et retraite à taux plein. C'est ça qui unifie le privé et le public, et de cela on a les moyens si on le veut. C'est une question politique, et ça n'est pas une question financière dans laquelle on a voulu nous enfermer. Je vais aller plus vite sur la question suivante. Juste pour vous dire quand même que la question des déficits, et j'en termine avec ça, parce que c'est quand même intéressant pour l'anecdote, c'est ce qui permet à certains de gagner sur tous les tableaux. Parce que regardez, vous prenez les grands fonds de pension, les grandes banques. Au nom des déficits, qu'est-ce qui se passe? Un, on leur dit, c'est la crise, il faut embaucher, on vous exonère. Ils ne payent pas. Deux, comme ceux qui sont censés embaucher, c'est eux qui font pression sur les gouvernements pour imposer la politique que eux veulent. Deuxième. Et troisièmement, comme l'État a besoin de fonds, qui est-ce qui achète des obligations d'État pour prêter? C'est eux. Et qui touche les intérêts et augmente les déficits, c'est eux. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui gagnent sur tout l'État. En réalité, la politique des déficits, c'est à mon avis à cela qu'elle sert et à rien d'autre. Et c'est bien de ce cadre qu'il faut sortir. Deuxième consensus mortifère, l'Europe. Je vais aller vite. Ici, je pense que tout le monde est à peu près au courant et à peu près sur la même longueur d'onde. Mais enfin, quand même, lorsqu'en 2005, nous disons non, et lorsqu'au Congrès derrière, ils font entrer par la fenêtre, dans un consensus mortifère à nouveau, mais pas